Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission divine spéciale Journée internationale de la fille. C'est Délicia Souka. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude, comme à chaque émission. C'est toujours un plaisir pour moi de me tenir devant vous et de pouvoir recevoir pour vous des invités avec qui on partage sur le sujet du jour, sur le thème du jour. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est une date très particulière et une date très importante dans la société dans laquelle nous évoluons, le 11 octobre, Journée internationale de la fille. Je vais pouvoir recevoir pour vous de nouveaux invités que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir dans nos émissions. Vous les découvrirez aujourd'hui. Avant, un petit récapitulatif. Le 11 octobre, Journée internationale de la fille. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Pour reprendre les mots de l'ONU, je vais pouvoir lire donc cette petite présentation. En 1995, lors de la conférence mondiale sur les femmes à Beijing, les pays ont adopté à l'unanimité la déclaration et le programme d'action de Beijing, le plan directeur le plus progressiste à ce jour pour la promotion des droits des femmes et des filles. La déclaration de Beijing est la première à appeler expressément les droits des filles. Le 19 décembre 2011, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré dans la résolution 66/170 le 11 octobre, Journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. La Journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. Les adolescentes ont le droit à une vie sûre, elles ont le droit à une bonne santé, elles ont le droit à une éducation, non seulement au cours de leurs années formatrices critiques, mais aussi une fois devenues femmes. Si les filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles ont le potentiel de changer le monde. Travailleuses de demain, mères, entrepreneurs, mentors, chefs de famille et dirigeantes politiques. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet de défendre leurs droits aujourd'hui et d'assurer un avenir plus équitable et plus prospère. Un avenir dans lequel elles auront la part égale à la moitié de l'humanité afin de résoudre les crises liées aux problèmes du changement climatique, par exemple, des conflits politiques, de la croissance économique, de la prévention des maladies et de la viabilité mondiale. Les filles brisent les barrières posées par les stéréotypes et l'exclusion, notamment celles liées aux enfants handicapés et à ceux vivant dans des communautés marginalisées. En tant qu'entrepreneurs, innovatrices et initiatrices de mouvements mondiaux, les filles créent un monde pertinent pour elles et pour les générations futures. Je vais m'arrêter là et nous pourrons développer donc sur ce thème durant l'émission avec nos invités. On a posé le cadre, donc vous voyez un peu dans quel cadre on se situe aujourd'hui dans cette émission spéciale Journée internationale des filles. Nous allons accueillir nos invités. Bonsoir, Madame Katouma Semgani. Bonsoir, Monsieur Cheikh Kouyaté. Bienvenue dans l'émission Divine. Bonsoir à toi, Divine. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à ce programme spécial. Je tenais à partager donc l'écran avec vous ce soir par rapport à votre expérience, par rapport à votre parcours de vie. Je sais que les éléments que vous allez nous apporter ce soir vont nous aider un peu à voir un peu plus clair et votre apport va en enrichir plus d'un. Je le pense, je le crois. Donc, merci pour votre présence.
Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Donc, je vais donner la parole à Madame Semgani, si vous pouvez vous présenter. Bien sûr. Donc, Semgani Keltouma, je suis donc de la ville d'Épinay-sous-Sénart, dont aujourd'hui j'ai l'honneur d'être l'élue à l'insertion. D'autre part, je suis dans la formation, toujours dans l'insertion aussi, parce que ça me tient, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, bien sûr, l'insertion homme-femme, et où je rencontre vraiment beaucoup de jeunes femmes, et même d'un peu plus âgées, qui justement ont été confrontées plus jeunes à cette difficulté de la scolarisation. C'est ce que je pense qu'un des points qu'on pourra traiter tout à l'heure, et qui aujourd'hui font que elles sont encore dans la précarité des âges au-delà des 40 ans, où normalement on commence à être dans une vie un peu plus stable. Non, du fait de la non-scolarité étant plus jeune, donc ça a créé des précarités d'emploi tout au long de leur vie, et qui aujourd'hui se lèvent et se disent bon ça suffit, maintenant on prend notre destin en main et on essaie de se scolariser, on essaie de s'alphabétiser, on essaie d'accéder à la connaissance pour pouvoir justement accéder à des emplois plus pérennes. Voilà pour moi. On ne t'entend plus. On ne t'entend plus, Divine. Excusez-moi, pour éviter les échos, j'ai coupé le micro. Merci Keltouma pour ta présentation. Je vais pouvoir céder la parole à M. Kouyaté, qui va pouvoir se présenter à son tour. Bonjour à tout le monde, merci pour cette invitation. Et je suis très honoré de faire partie de cette conférence et cette émission par rapport à l'association Divine. Bravo et vraiment, je vous félicite par rapport à ce programme. Alors, moi, c'est Kouyaté Cheikh Omar. Kouyaté, c'est à la base, c'est un nom d'historien et d'homme de culture au niveau du Mali et puis toute l'Afrique, c'est-à-dire le griot, historien et médiateur. Voilà, je suis le fondateur de l'association Seke Culture et en même temps président, basé sur Drancy et bien accueilli par la ville de Drancy et avec leur soutien aussi. Et cette association, je rentre un peu dans le vif du sujet par rapport à ce que ça veut dire cette association, parce que l'association Seke Culture, à la base, prend source depuis 1235 de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali, c'est le Mali d'abord, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Conakry, le Sénégal, tous ces pays, le Niger jusqu'à Ghana, faisaient partie tout ça de l'Empire du Mali. Et ça a été basé sur un certain nombre de lois qui a été votées en 1235, communément appelé Kourkanfouka, par le roi de Soundiata Keïta. Et Soundiata Keïta, nous sommes descendants de cette famille, et d'où le nom de Seke Culture. Donc, j'essaie de raccourcir un peu, mais ces lois ont été votées au Mali ici en 1235, mais les femmes prenaient une très, très grande place dans ces lois-là. Et ce qui fait que vraiment, je suis très, très honoreux de parler un peu de ce que l'association Seke Culture se bat depuis toujours pour les femmes, pour les jeunes filles. Parce que les jeunes filles, c'est des femmes de demain, c'est les mamans de demain, c'est l'avenir de demain. Et elles ont pris place dans la société africaine et de lois même votées pour elles depuis 1235, c'est-à-dire bien avant la colonisation, bien avant pas mal de choses. Donc vraiment, je suis très honoré de faire partie de ce débat ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kouyaté, pour votre présentation. Vous l'avez vu, là, on est
vraiment là au cœur de l'histoire. On va faire un petit flashback historique parce que je pense que pour comprendre un peu les défis ou problèmes d'aujourd'hui, je pense qu'il faut faire un petit pas en arrière parce que on traite pas une cause ou on traite pas les effets, je veux dire, on traite pas les effets sans traiter la cause. Donc ma première question de ce soir sera celle-ci. Selon vous, d'où proviennent les inégalités filles-garçons? Je pense que dans un premier temps, c'est du culturel. C'est que on estime donc que le rôle de la femme étant principalement donc de s'occuper du foyer, de s'occuper des enfants, le rôle de l'homme étant d'aller chercher le travail à l'extérieur. Donc, dans un premier temps, ça a été cette obligation quand même que la femme doit rester à la maison pour s'occuper de son ménage et que l'homme devant aller à l'extérieur, il y avait cette priorité. Il y avait aussi des raisons aussi financières, c'est-à-dire comment pour financer la scolarité, il n'était pas possible pour une famille de financer une scolarité à tous ses enfants. Donc la priorisation avait été faite aux garçons puisqu'ils devaient par la suite être ceux qui devaient apporter travailler à l'extérieur et donc apporter la subsistance à sa famille au sens large du terme. Et puis petit à petit, c'est resté comme ça, c'est resté aussi dans cette culture où une femme, même parfois il pouvait y avoir un début de scolarité, mais dès que alors on a ce qu'on appelle l'école dans le village ou l'école dans la ville, et puis dès qu'on arrivait au niveau du collège, on arrivait au niveau du lycée, on arrivait au niveau de l'université, ça ne se fait pas de laisser sa fille, d'un point de vue culturel, aller loin, que ce soit loin dans la journée, faire quelques kilomètres à pied pour aller jusqu'au collège ou aller à l'université où là, parfois, la jeune fille devait aller habiter carrément dans une autre ville. Donc, ça, c'était aussi un point très négatif sur lequel beaucoup de familles avaient des freins. Donc, disait: «Ah non, non, moi, ma fille, elle sort de la maison, elle sortirait de la maison une fois mariée. Moi, pour moi, le reste, il y a pas d'obligation à la laisser aller à l'école. Si elle sait lire un petit peu, bon, c'est déjà bien». Et Dieu merci, est arrivé aussi cette conscience de l'importance de la scolarité des filles. Et j'ai eu moi-même dans mon histoire, je suis une des premières filles de ma famille à avoir été scolarisée parce que on estimait que la scolarité était très importante pour la fille parce que d'un point de vue du développement de la du pays, de la famille, et cetera, je parle développement aussi économique, donner cette possibilité à la femme d'aller à l'école, c'était aussi une sorte d'émancipation. Donc ça aussi, certaines familles vont le prendre dans le bon sens, c'est-à-dire de dire: «Je vais donner les moyens à ma fille demain d'être capable de s'autogérer, s'il se passe quoi que ce soit». Et d'un autre côté: «Ah oui, mais si on donne l'émancipation à la femme, on ne sait pas comment ça va réagir derrière». Donc il y a ces 2 regards-là, ces 2 réactions-là qui peuvent être complètement à l'opposé, c'est-à-dire d'un côté, pousser la fille à aller à l'école, c'est ce que Dieu merci, j'ai eu la chance de mon côté, mais d'un autre côté où j'ai eu d'autres, des amis, des copines, la question du mariage. Ah, elle a 16 ans, il faut qu'elle se marie. L'école n'est plus une priorité. Donc non, non, moi je veux pas qu'on apprenne que ma fille est partie vivre toute seule ou va toute seule. Donc pour le mariage, c'est un point négatif. Donc voilà, pour moi, c'est les principales causes seraient celles-là. Merci Kaltouma. On va développer sur ce que tu as détaillé un petit peu des sujets importants. Je laisse d'abord la parole à Monsieur Kouyaté pour répondre à cette question. Selon vous, d'où viennent ces inégalités-là, filles-garçons? Bon, selon moi, l'inégalité filles-garçons prend source depuis l'effet naturel même de l'homme et la femme.
c'est-à-dire le côté maternel de la femme fait que elle a des désavantages par rapport à certains parcours de vie, de carrière et de travail. Ce qui fait qu'elle a d'autres priorités qui arrivent dans sa vie, qui s'imposent dans sa vie, qui font qu'elle est appelée à prendre certaines décisions pendant des périodes en même temps critiques où l'homme, les mêmes âges d'un garçon et d'une fille, à un certain moment, et le garçon, il a le temps de consacrer à sa carrière et à son avenir. Pendant ce temps, la fille commence à être courtisée par des offres de mariage, des propositions de mariage, et puis voilà. Donc, du coup, je pense que le premier problème vient de là. Mais dans une société qui est civilisée, qui est censée comprendre les choses, moi, je pense que c'est une course de fond. Je pense que la femme, elle sort toujours gagnante à partir du moment que les sociétés, les différentes sociétés, c'est vrai que c'est culturel, mais c'est grâce à cette culture et l'éducation de base même que la femme peut recevoir, la jeune fille peut recevoir dès à bas âge dans les familles, dans le foyer, dans la société, que la favoriser à la fin de la course parce que en réalité, elle est chef de famille, mais qui n'est pas forcément dit. Vous voyez, parce que c'est elle Bon, qui Monsieur commence à Kouyaté, s'occuper. là, on va Ouais, commencer, euh, on va commencer à se titiller un petit peu et pas aller jusqu'à se chamailler, mais se titiller un petit peu, parce que ouais, bon, une chose que vous avez dit que les inégalités, elles sont venues tout d'abord naturellement, parce que naturellement, la fille n'a pas les mêmes dispositions biologiques que le garçon, si c'est bien ce que j'ai compris. Mais est-ce que vraiment ça c'est matière à inégalité en fait? Parce que moi je suis une fille bon, et parce que non, lui il est un garçon, est-ce que c'est non, matière je à pense nourrir ces inégalités? Oui, je pense que vous avez saisi cette analyse, mais vous n'avez pas suivi le reste de ce que je voulais dire. C'est parce que je dis c'est une course de fond. Ça a l'air de pénaliser la jeune fille, mais au bout de la course, en fait, c'est elle qui gagne. Parce que un garçon, une fille qui est mariée à un docteur, un médecin, un avocat, un président à la maison, c'est elle qui contrôle au final. Parce que l'équilibre, c'est elle. Au final, c'est elle qui gagne. Si, mais cette course-là, elle se prépare de façon culturelle et à bas âge, la jeune fille. Mais dans le parcours, en plein milieu du parcours, la jeune fille a aussi d'autres priorités qui font qu'elle a l'air que, bon, elle peut-être pas aller au bout de ses études de doctorat, elle est empêchée par le mariage, mais une fois qu'elle a son foyer, elle est capable même d'aller encore plus loin et faire avancer même son mari encore plus loin. Vous voyez? Mais c'est parce que elle a une éducation qui est qui est déjà dans la société, que sa maman, et la société même la forme par rapport à ça. Et ce qui fait qu'elle a une capacité de gestion extraordinaire par rapport que le garçon, parce que elle a ces avantages-là. Sauf que ça ne se voit pas à un certain âge de la vie où le garçon déjà, il a son diplôme, il se soucie de rien, personne ne vient lui voir, ah, tu dois te marier, or il est à l'université. La jeune fille, elle a beaucoup de candidats autour d'elle par rapport voilà, elle est souvent dérangée dans ses études, dans ses devoirs par rapport à tout ça.
Et donc, du coup, voilà où les choses se compliquent pour elle. Mais il y a une, mais c'est ça son avantage. Mais cette course-là, hum, cette course-là, elle doit être encore, on doit être plus observateur au niveau du début et la fin. C'est ça, Mais on va y voilà, revenir. Mais une chose oui, que vous avez citée tous les deux, donc dans tous les cas, l'origine culturelle, la cause culturelle. Alors, Keltouma, vous l'avez dit, bon, à l'époque, les filles devaient se marier très tôt, devaient entrer très tôt dans le mariage. Elles fondaient très vite un foyer, une famille, ce qui ne coïncidait pas du tout avec une scolarité suivie régulière, ce qui ne collait pas du tout avec des études, de longues études. Alors, par rapport à ça, on comprend déjà que le problème, comme l'a sous-entendu aussi Monsieur Kouyaté, il est déjà au départ. Je pense que dès le départ, il y a déjà un souci par rapport à l'éducation des filles et par rapport à la culture. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, alors qu'on dit du monde qu'il a évolué, parce qu'on ne vit plus dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions qu'il y a 30 ans, 50 ans, et puis encore plus loin en arrière. Alors, on dit du monde qui a évolué. Oui, Voilà. excuse-moi, Didine. On pense tous que le monde a évolué. Justement. Mais je vais te dire un chiffre qui date d'aujourd'hui. Il date pas d'il y a plusieurs années, il date d'aujourd'hui. Chaque année, 12 millions de filles sont mariées avant leurs 18 ans. Chaque année. Et je parle de 2021. Donc, en fait, il y a beaucoup de lieux, d'endroits où ce qui nous semble aujourd'hui lointain, ce que tout à l'heure j'en parlais au passé, pour beaucoup de pays, c'est encore un présent. Et parfois, ça peut être aussi, voilà, des pays pas si, quand on parle de l'Afrique, on parle de l'Asie, etc. Et ben, parfois, c'est des villes qui sont très développées, mais où la friction entre une société déjà évoluée d'un côté de la route et une autre société où des filles entre 12 et 18 ans, je parle, hein, sont alors, quand je parle de mariage, je parle pas forcément d'un mariage à la rencontre un peu à la princesse. Hein. C'est pas forcément le mariage qui rencontre la jeune fille qui rencontre son prince et qui dit bon, maman, papa, je veux me marier. Non, c'est tu à l'âge de te marier, tu as 12 ans, tu as 13 ans. Ça y est, c'est bon, les choses sont réglées déjà. Ben, demain, tu vas être marié. Là, on parle aussi du mariage non seulement précoce, mais forcé. Donc, ces deux, voilà, cette question d'éducation et de problématique de mariage forcé sont quasiment parallèles. Voilà, excuse-moi, je voulais juste faire ce point, Non, de rappeler que ce n'est pas c'est dans le important. lointain. Oui, oui, c'est Voilà. très important et dans tous les cas, ça rentre dans le cadre de la prochaine question. Justement, on dit du monde qu'il a évolué. C'est quelque chose qui se dit et quelque chose qu'on entend, mais dans les faits réels, on voit qu'en fait, ça n'a pas bougé. Alors qu'on dit du monde qu'il a évolué, pourquoi la fille d'aujourd'hui, je vous pose la question à tous les deux, pourquoi la fille d'aujourd'hui est toujours confrontée à ces mêmes inégalités? On va laisser la parole peut-être à M. Kouyaté. Allez-y, Oui. Non, après non. vous. Ouais. Bon, euh, vous avez le micro. On parle de nouvelles technologies, on parle du nouveau monde, donc on est soi-disant dans ce monde qui a évolué. Il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé. Voilà, on fait plus la lessive à la main, on a les machines à laver, on a les robots ménagers, on a tout ça. Mais la fille d'aujourd'hui, quand on parle dans les problèmes existentiels, elle est toujours confrontée à ces mêmes inégalités que dans le passé. Pourquoi, selon vous?
Bon, bon, la fille est toujours confrontée à ces mêmes inégalités que le passé. Et c'est parce que, en réalité, c'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est l'éducation, encore c'est l'éducation. Parce que il n'y a pas que la fille seule qui est confrontée. L'éducation, je pense que c'est les parents. Les parents qui se disent qu'ils sont victimes de l'égalité de la société culturelle, un peu ainsi de suite partout, et ne changent pas grand-chose. Et ils retournent à la maison, ils font les mêmes pratiques. Ils font les mêmes pratiques. Ils n'éduquent pas leurs enfants de façon favorable. Le monde a évolué, mais l'éducation, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, c'est pas, ce n'est pas, euh, on peut pas dire que c'est inaccessible, on peut pas dire que c'est inaccessible. Vous apprenez à votre enfant votre propre expérience et vous l'aidez à évoluer par rapport à ce qui est, c'est par rapport à votre milieu social. Je pense que moi, je trouve que les parents ont d'autres préoccupations aujourd'hui que leurs enfants. C'est-à-dire que l'éducation, ça a beaucoup régressé. Et or que nous avons tous les atouts pour donner aux jeunes filles l'éducation qu'il faut, mais au lieu de faire ça, nous préférons être sur autre chose, connectés et discuter d'autres choses, prendre plaisir dans d'autres choses, le travail, la société est organisée de telle sorte que les parents n'ont même pas le temps pour leurs enfants. Et l'enfant, c'est comme si c'était une brique molle. C'est-à-dire que au moment que vous la pétrissez, il faut tout de suite essayer de mollir avant que ça ne sèche. Et au moment que ça commence à sécher, ce n'est même pas 18 ans, c'est bien avant. Vous voyez, c'est bien avant, depuis l'adolescence. Donc, quand vous ratez ces moments-là, pendant que vous êtes dans votre bureau, vous êtes dans vos magasins, vous êtes occupé à parler au téléphone, sur Internet, regarder des films, c'est en ce moment que vous ratez l'éducation des enfants, des jeunes filles. Et après, vous vous plaignez tout le temps que les jeunes filles, il y a l'inégalité, il y a l'injustice, il y a ça, 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 pendant que nous ne faisons rien pour nos enfants. Vous voyez? Or que nous avons tous les atouts de les approcher, de leur faire oublier des jeux sur smartphone et discuter à la maison, autour de la table, dans les salons, les accompagner. Et la réalité, la vie réelle. Et nous nous éloignons encore davantage à cause du développement, nous nous éloignons davantage de nos enfants. Comment vous voulez que les choses avancent? Parce qu'il y a d'autres personnes de la société qui veulent que vraiment leur avantage. Parce qu'une femme dans une entreprise, congé de maternité, machin et tout, des mots de vente, machin et tout, et ça demande une certaine dynamique de rapidité qui s'impose tous les jours. Les lois qui sont votées par les mêmes femmes dans les assemblées, députés, maires, machin et tout, et ils ne se rendent même pas compte que c'est les jeunes filles qui en subissent les conséquences dans les entreprises, dans les trucs. Et c'est les femmes qui votent ces lois. Donc, vraiment, et les hommes, en réservant d'avenir atroce pour leurs propres enfants. Vous voyez, au moment où ils votent ces lois, ils pensent à leur portefeuille, ils pensent à leur salaire, ils pensent à leur confort, plutôt qu'à l'avenir des enfants. Vous voyez? Merci, Donc, Monsieur du coup, Kouyaté. Là, vous soulevez plusieurs points importants. On va aussi y arriver. Avant cela, je vais donc passer la parole à Keltouma Semgani pour pouvoir répondre à cette question selon elle. Pourquoi les inégalités persistent dans un monde dit évolué et développé? Alors, tout à l'heure, je parlais dans le cadre où on parlait de la question culturelle, etc. Aujourd'hui, en France,
L'école est obligatoire, garçons aux filles jusqu'à 16 ans. Mais je vais vous donner 10 chiffres clés. Je parle d'aujourd'hui, je parle d'en France, hein. D'accord? On a, parmi les élus, puisque je suis élue, donc on va revenir là-dessus, parmi les maires élus en France, on n'a que 16% de femmes. On a, en termes de salaire, les hommes gagnent 19,2% de plus qu'une femme, au même poste, je parle, aux mêmes compétences. Concernant les chefs d'entreprise, on a ce qu'on appelle le CAC 40, c'est-à-dire les 40 premières sociétés mondiales. Il n'y a qu'une seule femme qui est dirigeante. En ce qui concerne les pensions de retraite, les hommes touchent 1 660 € de moyenne, les femmes 1 000 €. Seulement 12% des hommes se sont arrêtés au moins une fois pour s'occuper de leur enfant. Les femmes consacrent 1h30 par jour de plus que tout homme pour l'organisation du ménage. C'est-à-dire que quand on est femme, on est épouse, on est employé, ben, une fois qu'on a fini sa journée de travail, ben, il y a 1h30 de plus que tout. Je parle de moyenne, hein, parce que bien sûr, il y a certaines femmes qui vont en faire 2 heures, d'autres qui vont en faire 3 heures et d'autres moins. Oui. Ensuite, un des éléments concernant les violences, on est quand même sur une femme sur 3 dans le monde qui ont eu affaire à des violences physiques et sexuelles, ce qui est vraiment beaucoup. Et quand on regarde le temps partiel, parce qu'on a du temps plein et du temps partiel, seulement 7% des hommes salariés le sont à temps partiel, alors qu'il y en a 30% des femmes. C'est que la culture va quand même continuer à on estime toujours que c'est à la femme de, même si elle a une carrière ou pas, hein, qu'importe sa position d'un point de vue professionnel, c'est à elle de s'arrêter, c'est à elle de… c'est pas grave si elle interrompt un parcours. Donc voilà, donc là, je vous donne vraiment des chiffres d'aujourd'hui. Rien de social, enfin, le social perdure. Je ne dis pas que le social est pour tout le monde. Vous posez la question à n'importe qui dans la rue, vous lui demandez ce qui est normal, il va vous dire non, c'est pas normal. Mais qu'est-ce qui fait perdurer C'est ce que j'allais dire, c'est que même si on pose la question, contrairement à d'autres pays, on va dire si c'est normal, ben c'est comme ça, la femme elle doit faire ça, la femme elle doit faire ci, l'homme il doit être là, l'homme il doit être là. Et qu'on continue quand même cette culture-là, et que ce sont même les femmes elles-mêmes, justement, je rejoignais M. Kouyaté par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, que c'est parfois les femmes elles-mêmes qui vont réimposer les mêmes règles à leurs filles. Elles les ont subies, elles en ont peut-être même souffert, mais au moment de la transmission, c'est elles qui vont retransmettre et qui vont émettre les mêmes interdits. Souvent, l'éducation des enfants, puisqu'on en parle jusqu'à maintenant, elle est donnée aux femmes. Eh bien, souvent, qui est-ce qui va interdire à sa fille d'aller faire des études plus longtemps? Eh bien, ça va être la mère. Et c'est ça qui est incroyable. C'est souvent la femme qui va interdire à sa propre fille cette évolution. Pourquoi? Parce que il y a cette lourdeur, mais je repars sur ce qu'on disait tout à l'heure, cette lourdeur du qu'en dira-t-on? Si que va penser la voisine, que va penser la famille, que va penser X, que va penser Y et Z. Le poids du qu'en dira-t-on. C'est quelque chose Exactement. dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui ressort là tout de suite, le poids du qu'en dira-t-on. Je te laisse. Exactement, c'est le poids du qu'en dira-t-on. Et
Par contre, des chiffres comme ceux que je viens de vous énumérer, eh ben, on a beau penser qu'on est dans une société qui a évolué pour qui, ça y est, la question homme-femme est réglée. Enfin, on croit, hein. La bienséance va dire que personne n'osera vous dire que c'est pas réglé, que c'est normal, que, etc. Eh ben non. Si vous avez un homme, une femme, souvent, l'élection va être plus pour l'homme que pour la femme. Souvent, on va pousser plus l'homme à se présenter. Par exemple, quand on a un groupe, ben, on va demander plus à un homme. On a l'impression qu'il portera mieux La responsabilité. la responsabilité, le dialogue, etc., que la femme. Mais même, voilà, c'est à la fois le poids de ce qu'on disait tout à l'heure de la culture, mais je pense que c'est aussi soi-même. On doit être prêt, on doit ouvrir cette possibilité-là aux femmes de pouvoir être au devant de la scène. C'est à Donc, nous, en fait, femmes, de vous s'occuper de voyez, ça. comme vous avez dit, vos deux idées se rejoignent. Donc, vous Mm. pensez que la fille elle-même n'est pas prête à être sur un même pied d'égalité que le garçon? Est-ce qu'elle-même, elle ne se sent pas prête? Elle-même ne fait pas confiance à l'autre femme. Ça, c'est encore pire. C'est-à-dire, une femme donnera plus de confiance à un homme qu'à une femme sur une question de responsabilité. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est dommage. C'est pas qu'elle ne se sent pas prête, c'est en fait, c'est comme si elle était elle-même homme et qu'elle se dit, bah non, 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 c'est trop gros. Une femme n'est pas capable de cela. Et je crois qu'on manque de confiance en soi, mais dans le sens du genre. C'est-à-dire, nous, femmes, nous manquons de confiance en soi. Merci, Monsieur Kouyaté. Donc, dans votre prise de parole, vous avez parlé tous les deux d'ailleurs, hein, parce que vous reprenez un peu les mêmes choses. Donc, on voit qu'on est quand même sur une même longueur d'onde, avec chacun son apport. On a parlé donc des parents. Vous avez beaucoup parlé du rôle des parents. Vous avez beaucoup parlé de l'éducation et de ce qui fait défaut à cette éducation. Donc, finalement, pour me répéter, quel rôle les parents ont à jouer dans dans la construction de la fille et dans l'avenir de la fille? Et est-ce que seuls les parents ont un rôle à jouer? Est-ce que ça ne dépend que des parents? Est-ce que ça ne repose que sur les parents? Alors, en tout cas, le premier devoir repose sur les parents. Le premier devoir repose sur les parents. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Ma sœur, elle a été mariée, elle a choisi son mari, elle a été mariée, mais elle et son mari, elle a été vraiment soutenue par son mari pour qu'elle termine ses études. Elle a terminé ses études et aujourd'hui, elle est fonctionnaire en même temps chef de famille, c'est-à-dire qu'elle a des enfants, ça le- ça, elle et son mari se sont toujours organisés à avoir des enfants et que sa femme aille à l'école, à l'université pour avoir son diplôme. Et aujourd'hui, et sa femme, elle est fonctionnaire. Ça, c'est un exemple concret. Mais ça, c'est dû à l'éducation des parents, c'est-à-dire des parents du mari et les parents de la jeune fille. Et ça, c'est au Mali. En ce moment, d'ailleurs, je suis à Bamako et je fais cette conférence à partir de Bamako. Donc, vraiment, je pense que l'éducation joue un rôle primordial dans toute cette histoire parce que je le répète parce qu'il y a certains aspects de la vie et de la femme qui font que la femme a, c'est pas parce que, moi je dirais même que c'est pas parce que elle n'est, elle n'a pas forcément confiance à elle. C'est-à-dire, il y a certaines situations qui s'imposent à elle et ça peut être l'accouchement, ça peut être
Oh, voilà, le fait qu'elle porte un enfant, ça peut être d'autres problèmes, voilà. Ça fait que la femme a ce désavantage-là. Mais une fois que la société est éduquée dans ce sens pour comprendre tout ça, la femme serait bien heureuse dans notre société. Et elle peut rester mère, maman, sœur et épouse et encore être encore plus heureuse dans notre société. Parce qu'elle travaille même des fois mieux qu'un chef d'entrepreneur homme. Une femme peut travailler mieux et apporter mieux à l'entreprise qu'un homme. Ça, c'est vérifié aussi. C'est vérifié. Mais maintenant, et pour les mettre leur salaire au même pied d'égalité, ça, c'est la société, c'est éduquer une société qui peut nous ramener à ça. Elle peut avoir ses congés, mais une fois qu'elle commence à travailler au même titre que son Non. collègue homme, elle doit avoir le même salaire que lui à partir du moment qu'elle est au bureau ou même elle apporte mieux que lui. Vous voyez? Donc, du coup, c'est l'éducation qui peut travailler sur ça. Sauf que au jour d'aujourd'hui, l'éducation civique, l'éducation morale, machin et tout, sont délaissées, c'est-à-dire au profit du développement. C'est-à-dire que quand tu dis, ouais, nos enfants sont mal éduqués, on dirait que tu es un homme d'un autre temps, tu ne veux pas le développement, tu ne veux pas ça, tu ne veux pas ça. Le smartphone, ça peut nous servir, ça. Il peut y avoir des applications sur l'éducation, il peut y avoir des trucs sur ça, en classe, à la maison, à l'école, et tout ça qui doivent, qu'on doit imposer chez Google, chez Facebook, ainsi de suite. Et pourquoi pas? Parce que l'éducation de l'homme, c'est la priorité. Parce que quand nous baissons la tête pour dire que modernité, développement, ainsi de suite, il y a toutes les dérives possibles dont qui nous guettent aujourd'hui. Même l'humanité même est même menacée aujourd'hui. C'est-à-dire Merci que beaucoup. être femme même déjà aujourd'hui est menacé, être homme aujourd'hui est menacé. Bon, donc vraiment, il faut faire extrêmement attention à cette société dite développée et pour marcher sur l'éducation et négliger l'éducation. C'est Merci, vraiment, Monsieur ça Kouyaté. devrait être la priorité du monde entier. Merci en tout cas pour cet avis très pertinent. Keltouma, je vous retourne la question. Est-ce que la tâche revient uniquement aux parents de pouvoir, Non. comment dire, offrir à la fille une meilleure éducation, un avenir meilleur? Et si ce n'est pas qu'aux parents, alors quels acteurs peuvent rentrer En dans fait, la danse? oui. Ben, comme vous dites, c'est une danse, c'est-à-dire à chaque pas. Mais le premier pas, bien sûr, c'est celui des parents. Le premier pas, c'est celui des parents. Une fois justement, on lui a ouvert cette porte, elle va commencer à aller à l'école. Que se passe-t-il à l'école? Là, il va y avoir un choix, c'est-à-dire les enseignants aussi auront leur rôle. Les enseignants ne se rendent pas compte du rôle à la fois positif comme négatif qu'ils peuvent avoir sur le parcours d'une vie. Parfois, cette femme ou cette fille va croiser un enseignant qui va faire qui va lui ouvrir des portes Exactement. qu'elle n'imaginait pas. De la même façon, elle peut rencontrer un enseignant qui va lui fermer des portes sur ce qu'elle imaginait. Eh oui. Donc, les deux sont liés. J'ai Juste vu pour aussi. te couper, Oui, excuse-moi bien pour la petite anecdote. Moi, j'ai eu un professeur de maths qui m'a vraiment traumatisée. Alors déjà, j'étais pas très scientifique, plutôt littéraire, mais je t'assure qu'à partir de cette mauvaise expérience jusqu'à aujourd'hui, je déteste les maths.
parce que ce professeur m'a fait vraiment détester les maths et ne faisait rien pour m'expliquer les choses et me faire comprendre. Et je pense que 2 ans après, j'ai eu un professeur de maths en or. J'ai commencé à comprendre des choses, mais il y avait déjà le traumatisme qui était là. Et par opposition, j'ai eu un professeur de français adorable au collège, au point que plus de 20 ans après, j'ai cherché à le retrouver et j'ai mené des recherches et des recherches sur Internet, Google, tout ça pour retrouver sa trace, tout simplement pour lui dire merci. Merci parce que il a marqué mon parcours et j'ai encore aimé le français et parce que à ce moment-là au collège, il m'a dit des choses déjà à ce moment-là que je suis en train de vivre aujourd'hui en fait. Et je me suis dit, rien que pour ça, il faut que je puisse retrouver sa trace pour lui dire, vous voyez, Monsieur Aubry, tout ce que vous aviez dit, eh ben aujourd'hui, regardez ce que j'ai fait en fait. Donc effectivement, les enseignants ont un rôle à jouer, je le pense. Je le pense. Je te laisse la suite. Tout à fait. Donc, et c'est le cas pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui ne se rendent pas compte que parfois un conflit avec un enseignant, c'est ça qui peut créer carrément une barrière totale. Et c'est tellement plus facile pour une fille de dire bon bah après tout, il suffit que je me trouve un bon mari, c'est ce que disait Monsieur Kouyaté tout à l'heure, un bon médecin, un bon avocat, et c'est bon, ma survie est assurée, j'ai juste à m'occuper de lui. Bah, c'est trop, justement, cette facilité-là peut faire baisser les bras à beaucoup de femmes. Donc là, la première étape, l'école. On arrive ensuite à l'université. C'est la même chose. On arrive à l'université, si on est autonome, bon, ça va, ça peut avancer, mais on est confronté à la même problématique que dans les écoles, avec les professeurs, la prise en conscience et en considération de son travail. On a son diplôme. Maintenant, on va arriver à l'entreprise. Eh ben, on est pareil. Dans la plupart des cas, même dans les métiers où ce sont les femmes qui sont en majorité, je suis dans un métier, dans la formation, où si on prend un pourcentage, il y a un pourcentage immense de femmes, mais quand on va regarder les postes à responsabilité, eh bien, on va trouver ce pourcentage-là qui est inversé. C'est-à-dire que les postes à responsabilité, ce sont plutôt des hommes qui y sont. Pourquoi? Ben, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a le malheur de porter la vie. C'est-à-dire que à chaque fois elle va accoucher, elle va encore interrompre, elle doit partir. Alors, une femme ne fait pas forcément qu'un seul enfant, elle va en faire 2. Et puis après, les enfants, ils vont être malades. Mais à qui on va confier l'enfant malade? Qui c'est qu'on va appeler? 90%, on va appeler la maman. Et pourtant, cet enfant, il a une maman et un papa. Pourquoi n'appelle-t-on pas le papa pour lui dire venez chercher votre enfant? Ah oui, mais ça, c'est une compétence plutôt féminine. Alors, on va appeler la maman. Donc, ça va être la maman qui va s'absenter. Donc, beaucoup d'hommes ne vont pas, quand ils vont aller choisir un responsable, vont plutôt choisir un homme qu'une femme. Et alors qu'ils sont bien conscients, et ils le disent en termes de compétences, et c'est ce que vous disiez, M. Kouyaté, tout à l'heure, une femme va s'investir beaucoup plus dans sa tâche qu'un homme. Parce que c'est comme si elle doit encore, une fois arrivée là, un homme, quand il est arrivé à un niveau, il n'a plus rien à prouver, il a juste, une fois qu'il l'a obtenu, c'est bon. Mais la femme qui occupe un poste doit chaque jour qu'elle occupe ce poste démontrer qu'elle mérite d'y être, qu'elle n'y est pas par hasard. Donc, chaque jour, pareil, dans l'entreprise, on se confronte à quoi? Ce qu'on appelle un plafond de verre. C'est-à-dire que beaucoup de femmes sont confrontées à des plafonds de verre. Elles pourront bosser autant qu'elles veulent, elles ne dépasseront pas ce plafond-là. Parce qu'on va estimer que on aura besoin de quelqu'un de plus autonome à ce niveau-là. Et une femme, une fois, avant d'avoir les enfants, on va lui reprocher qu'elle va pas encore ses enfants, donc elle risque de les avoir. Et une fois qu'elle les a, on va lui dire, tu as des enfants, donc tu vas devoir partir plus tôt, même si elle le fait pas forcément, même si vous disiez tout à l'heure, par rapport beaucoup de femmes sont très épaulées par leur mari. Et ça n'empêche pas que dans l'imaginaire, non, c'est une femme, donc il vaut mieux que ce soit un homme qui soit à ce poste-là. On sera plus sûr de lui.
C'est un sujet vraiment sensible parce qu'on a l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue parce que finalement, on rejette à chaque fois la faute à l'autre, qui rejette à l'autre, qui rejette à l'autre. Exactement. Finalement, Mais il y a des lois. Vous savez qu'il y a les lois de l'égalité de la femme. Vous savez qu'elles datent depuis de 2014. On est encore en train de se battre 7 ans plus tard à les mettre en place, à les faire respecter. Beaucoup alors que la d'entreprises. loi est là, hein. La loi est La là, loi, mais dans les c'est, faits, elle n'est pas appliquée. oui, la loi, elle date elle a été adoptée par le Parlement le 23 juillet 2014. Et c'était la ministre, Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui avait imposé cette loi-là sur l'égalité. Enfin, à l'époque, c'était combattre l'inégalité entre les hommes et les femmes au travail. On est en 2021, on y est encore. On y est encore. Ce que je retiens de vos deux prises de parole là, les dernières prises de parole, finalement, dans l'éducation de cette jeune fille, tous ceux qui se trouvent autour d'elle, finalement, ont un rôle à jouer. Donc, on a parlé premièrement des parents, ça c'est sûr. Les parents sont les partenaires directs, les acteurs directs. Les parents, la société, bien évidemment, la société a son rôle à jouer. On vit dans cette société, on évolue dans cette société, on regarde la télévision. Déjà, à partir de ce qu'on diffuse dans les médias, ça peut apporter un message, changer les messages déjà qu'on diffuse dans les médias. Parce que lorsque cette jeune fille, elle va allumer la télé et qu'elle voit que toutes les publicités pour vanter les produits, on se sert que de l'image de la femme nue, qui est déjà une image dégradante, dévalorisante et tout ça, elle, comment s'identifier? Comment voir autre chose que la femme objet? Comment imaginer autre chose? Comment rêver d'autre chose? Parce qu'on nous montre déjà une femme objet, une femme, comment dire, une femme qui est un être qui est inférieur finalement. Donc la société a un grand rôle à jouer dans les médias, dans la communication, dans les sensibilisations, vous l'avez dit, Monsieur Kouyaté, et j'irai encore plus loin, même les voisins ont un rôle à jouer, parce que si on repart encore dans la culture africaine, je parle que ce que je connais, parce que dans d'autres cultures, je ne sais pas, mais dans la culture africaine, le voisin a autant d'autorité que le père ou la mère. C'est-à-dire que si le voisin voit l'enfant, la fille ou le garçon en train de faire quelque chose de pas bon, il a l'autorité et même la responsabilité morale d'intervenir pour lui dire ah attention, là c'est pas bon, ce que tu as fait c'est pas bien, et il a même l'autorité même de corriger aussi l'enfant, de reprendre l'enfant, de punir l'enfant et de lui faire une leçon de morale. Donc finalement même le voisin, et pour le ramener ici en Europe, un voisin, si on a dit qu'on peut être influencé par un professeur, on peut être influencé par un voisin, on peut être influencé par une voisine. Donc finalement, tous les acteurs, tous ceux qui se retrouvent autour de la fille peuvent avoir une influence sur sa construction, la construction de sa personnalité, la construction de sa mentalité. Donc finalement, c'est une invitation, une sonnette d'alarme ou un avertissement ou une invitation à chacun de nous d'être sensible à ça. Parce qu'on ne sait pas, on va croiser une fille un jour et qui sait si c'est pas la parole qui va sortir de nos bouches qui va créer un déclic ou déclencher quelque chose de positif en elle, l'encourager à aller plus loin. Donc finalement, nous aussi, nous ne devons pas négliger ces filles-là qui sont autour de nous. Voilà, nous ne devons pas les négliger, s'approcher bien évidemment avec sagesse et intelligence pour faire notre part également. Alors, nous allons poursuivre l'émission. Nous allons arriver à la deuxième partie de l'émission. On avance lentement mais sûrement. Nous allons recevoir une troisième invitée, une nouvelle invitée. Nous allons recevoir donc mademoiselle Anaïs Baouka Deba qui va pouvoir également partager son point de vue sur le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes là pour la Journée internationale de la fille. Une même voix pour l'égalité. Bonsoir Anaïs. Comment ça va? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît?
Alors, je suis Anis Bouakedeba, je suis étudiante en LEA, donc c'est ma 3e année de licence en langue étrangère appliquée. J'apprends donc l'anglais, l'espagnol et le coréen, appliqués au commerce international. Et j'ai 19 ans et je suis grande sœur de 2 petites filles et d'un garçon. Voilà, voilà. Oui, alors Anaïs, tu as pu, à partir des coulisses, entendre tout ce qui s'est passé donc depuis le début de l'émission. Donc, est-ce que par rapport à toutes les réponses qui ont été données, les sujets qui ont été traités, ce que nous avons partagé jusqu'à présent, qu'est-ce que toi tu pourrais dire par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que tu as entendu depuis le début de cette émission? En soi, je comprends les points de vue et j'entends. Après, par rapport à ce que je pourrais dire personnellement par rapport à la société d'aujourd'hui, c'est que je pense que même s'il y a encore énormément d'égalité, les femmes arrivent à avancer. J'arrive quand même à voir autour de moi des évolutions au niveau des inégalités. Ce que je pourrais citer, c'est par exemple, si on parle par exemple de la taxe rose, où les femmes doivent payer des produits plus chers parce que c'est rose pour les filles que pour les garçons, par exemple pour les rasoirs, des choses comme ça. Ben, je sais que par exemple, rien que pour faire un parallèle par rapport à la précarité menstruelle, parce que par exemple, inégalité, les filles ont leurs règles et les garçons n'en ont pas. Donc c'est un coût, un budget dans la vie d'une femme. Euh, et certaines ne peuvent pas se procurer les protections hygiéniques. Donc je sais que par exemple dans mon université, des distributeurs de serviettes hygiéniques ont été mis en place dans certaines toilettes pour éviter du moins la précarité menstruelle, ou par exemple les filles qui n'ont pas de serviettes sur elles le jour où leur menstruation arrive peuvent se protéger correctement. Donc ça, je trouve que c'est quand même une avancée. Les femmes au jour d'aujourd'hui arrivent à se parler, à avancer. Il y a des femmes avec beaucoup d'ambition qui se réunissent et qui arrivent à inspirer d'autres femmes qui poussent à se lancer. Et je trouve que la solidarité entre femmes euh, aide vraiment à avancer les choses, que les femmes aujourd'hui sont plus aptes à s'engager dans leur propre combat, n'ont plus peur de prendre la parole et de se battre pour ce dont elles ont besoin et envie. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que par exemple, les femmes qui ont le pouvoir et du moins qui ont réussi à être très indépendantes, font peur sûrement aussi aux autres hommes. Donc c'est pour ça que souvent quand on voit une femme réussit et arrive à avancer seule, reste seule parce qu'elle fait peur à l'homme qui n'ose pas approcher cette femme. Peut-être parce que pas forcément Ça, c'est légal. un point qu'on n'a pas, excuse-moi de te couper, mais c'est un point qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent. Et tu touches vraiment la corde sensible parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. On va y revenir. Je te laisse poursuivre. Oui, comme je disais, une femme qui arrive à avancer seule et à gérer son business et sa famille sans aide d'un homme fait peur peut-être au sexe opposé et n'ose pas forcément l'approcher, alors que c'est la même chose. On est toutes pas forcément les mêmes, on a toutes nos particularités, mais au fond, voilà. Merci Anaïs, merci. Alors Anaïs, comment est-ce que tu te sens, toi, en tant que fille dans cette génération d'aujourd'hui, dans cette société d'aujourd'hui? Tu as commencé un peu à nous le dire, mais d'un point de vue personnel, comment tu te sens, toi, en tant que fille dans la société en 2021? En tant que fille, moi, comment je me sens, je sais pas
comment je pourrais l'expliquer, mais je veux dire, je me sens, bah, je sens que j'ai ma place, on va dire, dans le sens où aujourd'hui, on nous a bien fait comprendre que entre une fille et un garçon, il n'y a pas de différence, que tout le monde a sa chance de tenter quelque chose tant que ça lui plaît et tant que la personne a la capacité de le faire, si on a envie de le faire, qu'on le fasse, qu'on a vraiment notre propre limite, c'est nous-mêmes en fait. La société d'aujourd'hui euh, est très inclusive, je dirais, et dans ses messages, ne serait-ce que dans les publicités, par exemple, elle n'hésite pas à inclure tout le monde et à dire, par exemple, à l'enfant, comme on parle de l'éducation de l'enfant, à dire auprès de l'enfant, tu peux le faire, tu n'as juste qu'à essayer. Au jour d'aujourd'hui, les enfants sont présents de plus en plus tôt sur les réseaux sociaux, malgré l'âge qui devrait restreindre leur âge d'intégration sur ces plateformes. Donc, ils ont accès à beaucoup d'informations, tout ça. Et ce que je pourrais dire au jour d'aujourd'hui, c'est que, par exemple, des garçons de 12 ans se maquillent mieux que des femmes d'aujourd'hui, on va dire. C'est des jeunes talents, par exemple, qu'on découvre comme ça, et ils s'épanouissent dans des domaines où, dans le passé, on se serait dit, par exemple, pour un garçon, c'est pas normal de faire ça, tout comme pour une fille, c'est pas normal de faire ça. Et je trouve qu'en fait, la société d'aujourd'hui, pour moi, donne sa chance à tout le monde, tant qu'on a la volonté et l'ambition de le faire. Et en regardant, en étant attentif à son environnement, on peut se rendre compte que vraiment, enfin, on peut être accepté partout si on a si on est à la hauteur de ce qu'on pense qu'on est, en fait. Donc, selon toi, après on va poursuivre encore, on va poursuivre. Selon toi, finalement, est-ce que les inégalités dont on parle aujourd'hui, les inégalités filles-garçons, est-ce elles sont réelles? Est-ce qu'elles sont fondées? Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'utopie autour de ça? Moi, je pense que les inégalités sont toujours réelles. Elles tendent mais je pense qu'elles tendent à disparaître un petit peu parce que comme comme vous l'avez dit précédemment, c'est sûr que il y a encore beaucoup de choses qui sont ancrées dans la société, mais je trouve que les générations qui sont en train de venir actuellement essaient vraiment de se défaire de ça, de s'émanciper de ça et n'hésitent pas à prendre la parole pour faire avancer les choses. Et qu'importe l'âge, à partir du moment où on arrive à acquérir une visibilité pour faire entendre sa voix, on arrive à avancer sur certains points. Et il suffit que, dans la société d'aujourd'hui, par exemple, tout peut être viral très vite. Et il suffit que, par exemple, un sujet capte l'attention de notre génération, par exemple, pour qu'on en parle pendant des jours, pour que ça soit en fait, on a réussi à utiliser les réseaux sociaux pour essayer d'amener sur la scène publique les problèmes qui nous dérangent, on va dire, et d'essayer de les régler, du moins d'essayer de trouver une solution assez rapidement, en fait. Enfin, pour entamer le sujet et entamer une solution. Merci, oui, oui, c'est très clair, en tout cas, c'est très clair. Donc, une question que je vais poser à tous. Bon, on a effleuré le sujet des traditions, des coutumes. J'aimerais savoir, alors que nous touchons presque vers la fin de l'émission, est-ce que finalement la tradition et la coutume sont un handicap ou un atout pour la fille d'aujourd'hui? Pour moi, ça reste quand même un handicap, quoi qu'il en soit. Mais je suis heureuse d'entendre Anaïs parce qu'elle a la voix de la jeunesse, elle a la voix d'aujourd'hui, elle a la perception d'aujourd'hui. Et dans sa voix, je vois vraiment quelque chose qui a envie, qui croit en elle, qui a envie que ça bouge et qui se dit, et je suis tout à fait d'accord, c'était exactement ma conclusion, que malgré tout ce qu'on rencontre à droite, à gauche, c'est à soi de tenir la barre de son bateau. C'est-à-dire, il faut se donner la confiance, il faut se dire que c'est possible. Contrairement à il y a très longtemps, on ne pensait pas que c'était possible, mais pourtant ça l'était.
Et tout à l'heure, je vais faire juste un saut encore dans le passé et revenir pour la question de la culture. J'ai écouté l'autre jour à la radio, ils avaient découvert un squelette du temps de la préhistoire. Vu la force de ce squelette, vu toutes les décorations, etc., ils se sont dit ça ne peut être qu'un homme. Et pendant plusieurs années, il a été déterminé que ce squelette-là était celui d'un homme, chef d'un village ou chef d'une tribu, mais du temps de la préhistoire. Et ce n'est que, il y a à peine un an, là, ils ont refait des recherches parce qu'ils se sont aperçus que le bassin était quand même c'est pas un bassin d'hommes, ça. Donc, il y a des femmes architectes qui ont insisté pour refaire l'étude sur ce squelette-là, et ils se sont aperçus qu'en fait, c'était le squelette d'une femme. Mais que comme ce sont des hommes qui ont découvert ce squelette et que dans la perception, comme on disait, culturelle, il n'était pas possible qu'une femme soit à ce poste de chef de tribu, eh ben, on a déterminé automatiquement que c'était un homme. Et on vient de découvrir que c'était une femme. Mais que cette culture, elle est évolutive. Et malheureusement, elle est cyclique aussi. Parfois, il y a des cycles où on va laisser la place à la femme. C'est la femme qui devient la maîtresse, c'est elle qui mène un peu la société. Et puis peut-être après, on va la laisser. Non, finalement, on va dire non, non, c'est le sexe faible. Et puis de nouveau, là, je ressens encore à travers justement le dialogue d'Anaïs, ce que vient de dire Anaïs, cette volonté de dire, bon, allez, on arrête avec tout ça, on se fait confiance, c'est à chacun de faire sa voix et c'est à chacun d'avancer, mais de ne pas se laisser perturber, que tout ce qu'on entend à droite, à gauche, ce ne sont que des perturbations. On prend ce qui est bon pour avancer, mais on laisse ce qui n'est pas bon et on ne l'empêche pas de nous faire avancer. Et merci encore Anaïs pour cette voix d'espoir. Merci, Monsieur Kouyaté. La tradition ou la coutume sont-elles un handicap ou un atout pour la jeune fille d'aujourd'hui? Je pense que c'est un atout, hein. Je pense que c'est un atout pour la jeune femme d'aujourd'hui, pour la femme d'aujourd'hui, pour la maman d'aujourd'hui et pour la chef d'entreprise d'aujourd'hui. Parce que d'ailleurs, je dédie vraiment cette journée aux jeunes filles maliennes aujourd'hui qui subissent la guerre imposée des terroristes et qu'elles n'arrivent pas à étudier et qu'elles quittent leur village, leur ville, leur région. Ils sont réfugiés sur le territoire malien au moment où nous parlons, ainsi que d'autres millions de jeunes filles à travers l'Afrique et le reste du monde entier. Et je pense quand même que, bon, malgré tout, les femmes évoluent, la situation des femmes évolue, et que moi, je pense que la culture peut être un atout et doit être un atout parce que c'est les parents, les enseignants sont des parents aussi, hein. Hmm. Les enseignants sont des parents. S'ils avaient reçu une éducation, comme je le dis, aussi pour quand même, ils feraient attention aux enfants qu'ils encadrent dans les classes et à leurs propres enfants aussi qu'ils ont chez eux. Donc, vraiment, moi, je pense que tout ça, c'est la culture, c'est l'éducation. Nous sommes aujourd'hui capables de faire le tri de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Les scientifiques d'avant, nous avons surestimé leurs capacités, ce qui se disait savant, jusqu'à ce qu'il y a eu des manipulations d'histoire, faire oublier les femmes dans l'histoire, notamment ce qui est de l'Afrique. Or que je vous ai dit tout à l'heure que en 1235, le Mali a voté des lois en faveur des femmes et elles étaient
elles avaient le même pied d'égalité dans tous les domaines que les hommes. Elles étaient dans l'armée, dans l'économie encore plus favorisée, elles étaient respectées et tu ne pouvais pas vraiment taper ta femme que Mais tu oui, l'as. mais excusez-moi, Monsieur Kouyaté, là, Donc, vous parlez, non, c'est parce que c'est pour vous vous parlez dire au que il y a- passé. Là, vous non, parlez au passé. c'est présent parce que nous sommes en tant que griots. Moi, je suis griot, historien et homme de culture que je te dis aujourd'hui parce que je l'applique au jour d'aujourd'hui encore. Nous intervenons dans des familles comme médiateurs au jour aujourd'hui encore à l'heure où je suis. Je suis sollicité à Paris, même qu'à Bamako. Vous voyez, la famille des griots sont sollicitées à Paris comme à Bamako au Bon, jour alors d'aujourd'hui. selon vous, Bon. vous nous Donc, avez parlé donc des atouts, les atouts de la culture et de la tradition. Alors, oui, qu'est-ce que vous pourrez dire à une fille qui vient se plaindre chez vous en tant que médiateur familial, une jeune fille qui vient se plaindre chez vous en mhm, disant que mon frère va à l'école, moi je ne peux pas aller à l'école. Mon frère est parti poursuivre ses études et moi, je suis à la maison parce que je dois faire le ménage, parce que je dois faire la cuisine pour les frères et sœurs, pour la famille. Euh, je peux pas étudier, je peux pas quitter la maison parce que on m'a déjà promise à un homme qui va venir me chercher demain ou dans 2 jours. Parce que là, c'est très coutumier et très oui, traditionnel. Alors, quelle oui. réponse face à Il une faut jeune quand fille même qui vient se avouer plaindre que de ces sujets? c'est vrai que ça existe encore, mais pas autant que comme avant. Ça a beaucoup changé. Ça existe au jour d'aujourd'hui encore, mais on ne peut pas dire comme avant. Je vous ai déjà dit l'exemple frappant de ma sœur qui, qui est avec son mari et qui a certainement, nous, dans la famille, on conseille au mari de ne pas d'empêcher la femme d'étudier et qu'ils s'organisent entre eux pour que la femme continue ses études si vous êtes décidé à vous marier. Vous voyez, ça c'est à Bamako. Ils n'ont jamais été en dehors du Mali déjà, à forte raison qu'aller en Europe ou quoi que ce soit. Tout s'est Merci. passé, voilà, tout s'est passé au Mali, à Bamako. Donc, nous avons une éducation qui sait faire la part des choses. Et quand on éduque les enfants dans ce sens, ils iront dans ce sens. Et c'est dans leurs propres intérêts. C'est pas On parce que... revient sur l'éducation, en Voilà, fait. voilà. Donc, c'est la jeune fille qui est préparée à ça et que le garçon qui est préparé à ça, c'est bien qu'ils peuvent s'aimer, ils peuvent forger leur famille, mais s'organiser à ce que chacun ait son diplôme et ait son travail. Vous voyez? Et la femme et l'éducation culturelle qu'elle a déjà à bas âge à la maison, ce n'est pas forcément la dire que vous êtes faible que l'homme et que vous devez. Non, la femme est complémentaire à l'homme, c'est-à-dire que le monde même repose sur la femme. C'est une fierté pour l'humanité, c'est une merveille pour l'humanité. Vous voyez? Quel qu'en soit, c'est comme ça. Elle peut être avocate, mais elle a encore son diplôme, elle a un diplôme d'être mère est encore meilleure qu'elle joue le rôle de mère que l'avocate. Même si Merci. elle se défend tout, voilà. Donc, la femme, elle est intelligente, elle a tous les atouts pour dominer ce monde. C'est-à-dire que ce Merci n'est beaucoup. pas un Merci, monsieur. malheur d'avoir des enfants, ce n'est pas un malheur, c'est un bonheur. L'humanité repose sur les femmes. Donc, il ne faut pas croire que vous êtes femme, que vous n'allez pas aller loin parce que vous allez faire des enfants. Non, c'est une complémentarité, c'est une chance ça. Parce que l'humanité n'existerait pas sans la complémentarité homme-femme. Et avoir son diplôme, et avoir son entreprise, être riche sans l'aide d'un homme, ça ne veut pas dire que vous devez vous, vous mettre supérieur à un homme parce que votre complément, c'est un homme. Vous pouvez être chef d'entreprise femme et avoir un ouvrier mari. Mais cette complémentarité, elle est là parce que l'humanité repose sur vous. Hein. Franchement, il faut tenir sur ça parce que nous, on a besoin de ça.
C'est-à-dire, on a besoin de ça, les hommes ont besoin de ça pour pouvoir vous défendre, pour être là. Vous pouvez vous défendre mieux que nous-mêmes, mais vous nous laissez faire. C'est ça qu'il faut accepter en tant que femme, mais au bout de la course, tout le monde sait que, chaque grand homme sait que sans la femme, il n'est rien. Vous voyez? Mais il y a certaines périodes de la vie qui font aussi qu'il faut accepter la femme en tant que femme, que l'homme soit là pour bien bosser, parce que vous êtes... On revient sur la complémentarité, en fait. Hein. Qui dit égalité, donc voilà. qui dit égalité dit complémentarité. Là, on revient vraiment sur la complémentarité. Merci, Monsieur Kouyaté. Alors, Anaïs Baouka Deba, selon toi, la coutume, la tradition, nous aurons encore une dernière question avant de pouvoir clôturer. Donc, on va essayer d'être un peu bref. Bref, il y a un homme au milieu de nous, bref. Voilà. La coutume ou la tradition, selon toi, est-ce un avantage, un atout pour la jeune fille d'aujourd'hui ou est-ce plus un handicap? Je pense que la coutume les coutumes et les traditions, ça peut être enrichissant pour une fille qui démarre de avoir certains codes. Enfin, le ménage, tout ça, c'est l'hygiène de vie, donc c'est important à acquérir. Après, avantage ou handicap, c'est sûr que ça nous aide à avancer, à nous construire, mais je pense qu'il faut que ça évolue en même temps que son environnement, en fait. Qu'à partir du moment où la fille change d'environnement, ça s'adapte à ses besoins et aux missions qu'elle doit accomplir, et ça doit pas lui entraver le chemin, en fait. Que c'est vrai que c'était comme ça, mais à partir d'un certain moment, il faut qu'elle arrive du moins à elle-même à se dire, bon, moi, on m'a transmis telle et telle valeur, maintenant, qu'est-ce que je veux? Et à partir de ce moment-là, elle-même, elle adapte ce qu'on lui a transmis à son histoire et à ce qu'elle veut devenir. Monsieur Kouyaté, il est d'accord. Oui, je te laisse. Oui. Tu as fini? Son histoire et à ce qu'elle voudra devenir plus tard. Et enfin, je pense que les coutumes et les traditions, on nous les transmet à tous en étant enfant, filles comme garçons. Après je pense que, ce que je dis, c'est plus difficile à la fille de voir au-delà de ses traditions et ses coutumes qu'un garçon, parce que le garçon, une fois qu'on lui a donné les connaissances qu'il devait acquérir de base, on le laisse faire ses expériences de vie, on lui dit, bon, essaye au plus haut point, comme ça, quand tu seras posé, tu sauras déjà. Et la fille, par contre, on lui dit, non, fais attention, on essaie plus de la préserver, de peur qu'elle ose les choses, alors que c'est en osant qu'on sait plus tard comment on va diriger, les erreurs qu'il faut qu'on évite, enfin les erreurs à éviter. Et voilà. Mais partir des traditions et des coutumes qu'on a de base comme connaissances et les surpasser pour plus tard, pour avancer et se faire sa propre place dans le monde, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Anaïs. Alors, avant la dernière petite question, je vais partager avec vous et notre public quelques réponses d'un petit panel que nous avons pu concerter donc pour la Journée internationale des filles. Alors, voici les réponses qui ont été données par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc, là, ce sont des garçons, des jeunes garçons qui ont répondu de 15 et 18 ans, des frères donc qui étaient donc sur la même longueur d'onde. Alors, on nous a transmis leurs réponses. Alors, non, c'est un qui dit. Alors, la maman a envoyé la réponse de son fils, parce que les parents ont posé les questions à leurs enfants. Pour mon Quelle fils... était la question? Quelle était la question qui leur était posée? Il y avait plusieurs questions. Oui, il y avait plusieurs questions. Je vais
les lire. Alors, D'accord. il y avait plusieurs questions. Donc, est-ce mieux d'être une fille ou un garçon selon toi? Pour quelle raison? Est-ce que selon toi, les garçons ont le droit de faire les mêmes choses que les filles ou n'ont pas? Est-ce que selon toi, les garçons ont le droit de faire des choses que les filles n'ont pas le droit de faire ou alors ils ont le droit de faire la même chose? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est trop bien quand on est une fille? Y a-t-il des études ou des métiers réservés plus aux filles ou plus aux garçons? Si oui, lesquels par exemple? Et enfin, bon, il y a des filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école ou qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, de recevoir l'instruction qui fait partie des droits des filles et des droits des enfants. Quelles sont tes idées pour régler ce problème? Voilà un peu les questions qui ont été posées aux enfants, filles comme garçons. Alors, donc, voici les réponses. Pour mon fils, les filles ne doivent pas sortir la nuit car elles ne peuvent pas se défendre. Et il n'y a pas de métier réservé aux filles, sauf les métiers de l'esthétique. Voilà la réponse d'un garçon. Et encore, alors, est-ce que selon toi, les garçons ont le droit de faire des choses que les filles n'ont pas le droit de faire? Ou alors, ils ont le droit de faire la même chose? Alors, c'est une petite de 8 ans, de 8-9 ans qui répond. Oh que oui, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, sans avoir à se dire, ni même avoir l'infime pensée qu'ils n'auraient pas à faire comme les filles. Je constate autour de moi l'immaturité des garçons, hommes, pères ou pas. Je trouve cela affligeant et parfois dangereux. C'est certainement dû à l'étiquette qui leur colle sur le dos, que leur colle sur le dos la virilité. Qu'est-ce qui est trop bien quand on est une fille? Ce qui est trop bien, c'est de porter nos enfants et que ça, ils n'ont pas intérêt à vouloir le faire à notre place. J'ai déjà vu un reportage sur cette éventualité, qu'ils puissent porter leur bébé un temps. Ce monde est fou. Ils confondent la nature qu'il ne faut pas changer et ce qui pourrait être changé ou plutôt arrêter les stigmatisations. Y a-t-il des études ou des métiers réservés aux filles ou aux garçons? Non, non et puis non. Cela dépend encore du monde qui nous entoure. Nos choix de métier peuvent être influencés par notre éducation, nos valeurs, nos passions. Et de stigmatiser le schéma métier pour filles et garçons, encore à notre époque, ça s'est développé avec toutes les technologies actuelles. Il y a des filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école. Quelles sont tes idées pour régler ce problème? Il y a encore tant à faire, à revoir et à réfléchir. Je ne sais pas quoi faire du haut de mes 13 ans. Vous m'excusez, c'est la réponse d'une jeune fille de 13 ans. Je ne sais pas quoi faire du haut de mes 13 ans pour régler ce gros problème, mais je trouve cela injuste. Je comprends d'où vient le problème, principalement. Ce sont les hommes qui nous gouvernent depuis très longtemps. On en voit nettement le résultat. Je ne fais que lire les réponses. Je ne fais que lire les réponses. Mais pour une jeune fille de 13 ans, franchement, le vocabulaire est très mature. Hein. Très mature, tu te rends compte? Et elle ajoute, et là, une jeune fille de 18 ans. Alors, les réponses se sont mélangées, on va comprendre de toute façon les réponses. Ma jeune fille de 18 ans ajoute que c'est parfois culturel, l'éducation et l'instruction de nos enfants, et que l'on voudrait que la fille soit enfermée dans le rôle de mère, comme si elle avait que cette option dans sa vie. Mais en manquant cruellement à son éducation et instruction, comment pourrions-nous prétendre qu'elle puisse à son tour bien éduquer ses enfants? Et le plus agaçant sont les hommes pères qui s'octroient le diplôme du meilleur père instructeur alors qu'il a légué toute la charge à la mère. Donc, voilà. On continue encore. Une dernière réponse. Alors là, c'est une jeune femme de 21 ans. Alors, je vais lire. Tout le monde sait ici que c'est mieux d'être un garçon. Tout d'abord à cause de la pression sociale. Les femmes doivent se marier avant tel âge, avoir des enfants avant tel âge, être une femme accomplie et comblée avant tel âge. Si elles commencent à avoir un certain âge, elles vont souvent entendre des réflexions comme
c'est pour bientôt le bébé, c'est quand le mariage et le petit copain. Or, l'homme aura rarement ce genre de questionnement. Il y aura plus de laisser-aller vis-à-vis de sa personne. Lui, il a le temps. Il peut se concentrer sur son avenir professionnel. Même au sein de l'entourage, c'est pareil. Parfois, même les parents divisent l'éducation qu'ils donnent à leurs filles et à leurs garçons, sans même s'en rendre compte. Ils mettent une pression sociale et psychologique sur le dos de leurs filles parce qu'elles doivent être devenir de bonnes mères, de bonnes cuisinières, savoir faire le ménage pour leur futur foyer, pour leur mari. Lorsqu'on est une fille, qu'on devient une femme, les gens auront plus de facilité à s'introduire dans notre vie personnelle et intime parce que tout le monde le fait. C'est devenu banal de poser certaines questions qui n'ont pas à être posées. Tout ce qu'elle doit apprendre doit bénéficier à son époux. En plus de cela, elle doit tout supporter. Si elles se font battre, elles doivent supporter et rester dans le mariage. Si les choses se passent mal, elles doivent se taire. Si elles se font agresser sexuellement, elles entendront des discours tels que « mais comment étais-tu habillée ?» parce que ça ne peut être que de leur faute. Lorsqu'elle cherche un emploi, l'employeur réfléchit à 2 fois avant de l'embaucher parce qu'il se dit qu'elle va tomber enceinte, qu'elle va lui faire perdre de l'argent, qu'il va y avoir des congés maternité et quand elle prend un peu du temps pour elle, on dit que c'est une égoïste. Ne parlons pas des inégalités salariales, ça c'est une autre jeune fille. Sans compter la sexualisation de la femme et de la jeune fille. Lorsque ta jupe est trop courte, des sifflements, lorsqu'on voit les tétons apparaître sous un t-shirt, des remarques bizarres et déplacées. Même tes propres parents te demanderont d'aller te changer parce que ça va attirer le regard des hommes. C'est toujours les hommes le problème, mais c'est à la fille de changer. Est-ce que selon toi, les garçons ont le droit de faire les mêmes choses que les filles ? Ou ils ont le droit de faire des choses que les filles n'ont pas le droit de faire? Selon moi, les garçons doivent avoir autant de droits que les filles. Si les filles veulent jouer au foot, qu'elles jouent. Tout comme si les garçons veulent porter des jupes, qu'ils en portent. Lorsqu'un homme aura plusieurs partenaires sexuels, c'est presque respectable. Mais si c'est une femme, on dira d'elle que c'est une fille facile. Si une femme se marie plusieurs fois, quelle honte. Mais monsieur a le droit de faire des erreurs et on dira que ça arrive. Mais selon la société, le garçon, l'homme, aura toujours plus de liberté que la fille, que la femme, que ce soit socialement, politiquement ou humainement. Qu'est-ce qui est trop bien quand on est une fille? On ne vous voit pas venir. Comme on ne se méfie pas de nous, nous pouvons faire ce que nous avons envie de faire dans le secret et surgir avec audace et courage pour défendre nos droits, nos valeurs et nos passions. Le fait d'être considéré comme intellectuellement inférieur et naturellement inutile nous aide à nous dépasser et à nous entraider pour cesser ce patriarcat qui a trop longtemps duré. Une autre réponse. Personnellement, non, il n'y a pas de métier réservé qu'aux filles ou qu'aux garçons. Mais encore aujourd'hui, les femmes doivent se battre pour atteindre certains postes haut placés ou les postes dits masculins comme mécanicien, policier, militaire. Il y a toujours ces a priori de la gente masculine. La femme est fragile, la femme est faible, la femme ne doit pas porter des choses trop lourdes, elle ne doit pas aller à la guerre, elle ne doit pas porter d'armes, elle ne doit pas être en face de situations dangereuses ou mortelles, etc. Et face à l'éducation, à l'accès à l'éducation, elles ont répondu « Je n'arrive pas à avoir d'idée sur quelque chose que je ne peux concevoir. Le fait d'imaginer qu'une fille ne puisse pas avoir le droit d'apprendre, d'étudier, de se former comme elle en a envie est une chose inimaginable pour moi. Toutes les femmes ne veulent pas être mères. Toutes les filles ne veulent pas devenir mères. Toutes les filles ne veulent pas avoir de mari. Toutes les femmes ne veulent pas être cuisinières ou couturières. Il y a des femmes audacieuses qui veulent être bien plus que ça. Il y a des femmes qui veulent aller au front, défendre leur pays. Il y a des femmes qui veulent être ingénieures, architectes ou mathématiciennes. Et pour ça, elles doivent étudier. Elles doivent avoir une éducation. Le savoir, c'est le pouvoir. Et si on leur enlève la capacité à pouvoir savoir, elles n'auront aucun pouvoir. Et c'est ce qu'ils veulent, parce que rien n'est plus dangereux qu'une femme qui sait réfléchir. Alors elles doivent se battre, c'est le seul et unique conseil que je peux donner, parce que c'est la seule et unique chose à faire. C'est ce que je ferai. Olivera, 21 ans. Voilà un peu, et encore, pour finir, là, c'est 2 petites filles qui répondent donc aux questions. C'est mieux d'être une fille parce qu'on fait des enfants, parce qu'on peut se marier
Et dans les habits, on peut porter des talons, or que les garçons ne peuvent pas en porter et ne les supportent pas. Les filles ont le droit de faire des trucs que les garçons n'ont pas le droit de faire. Euh, les garçons, les garçons ne devraient pas pouvoir taper les filles. Ils ont trop de force. Et elle continue. Les filles et les garçons devraient avoir le droit de faire les mêmes choses parce que tout le monde a le droit de jouer aux voitures, tout le monde a le droit de jouer à la corde à sauter, tout le monde a le droit d'aller à la piscine, au cinéma. Ce qui est trop bien quand on est une fille, c'est avoir des copines. Y a-t-il des métiers réservés aux garçons ou aux filles? Non, tout le monde peut faire le même métier, sauf pour les filles, peut-être la guerre, elles ne peuvent pas faire. Alors, selon toi, quelles sont les idées pour aider les filles qui n'ont pas accès à l'éducation de pouvoir aller à l'école? Et donc, elles répondent, il faut aider les filles qui ne peuvent pas aller à l'école. Macron, il dit que les filles ont le droit d'avoir les mêmes droits que les garçons. Si elles n'ont pas assez d'argent pour payer l'école, on donne l'argent aux parents. Et pareil pour la cantine, il faut donner l'argent aux parents pour qu'ils puissent payer la cantine. Et une autre petite fille dit, une autre petite fille qui dit, être une fille c'est mieux parce que les filles sont plus gentilles, elles sont belles, elles aiment bien dessiner. On a le droit de faire la même chose. Les filles ont le droit de faire du foot, du basket. Les garçons ont le droit de faire de la gymnastique. Et ce qui est trop bien encore quand on est une fille, on peut jouer à la poupée, on peut avoir des tresses, on peut faire la danse classique et le maquillage. Mais bon, il y a aussi des garçons qui se maquillent. Donc finalement, tout le monde peut faire la même chose. Et comment donc aider les filles qui n'ont pas accès à l'éducation et à la scolarité? Ben, il faut construire des écoles gratuites, construire d'autres écoles qui seraient gratuites ou bien faire l'école à la maison. Donc appeler des gens qui viendront apprendre aux enfants à la maison. Donc voilà un petit peu. Franchement, je vous avoue que je suis à la fois émue par ces réponses, agréablement surprise, parce qu'on voit des réponses de jeunes filles de 13 ans, de 7 ans, de 8 ans, qui ont, on le voit, un avis vraiment tranché, qu'il soit fondé ou pas, c'est pas l'important, mais on voit qu'elles ont un avis tranché et qu'elles avancent leurs raisons, qui ne sont pas des mauvaises raisons. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez vous exprimer brièvement sur ce qu'on vient d'entendre, Monsieur Kouyaté? Oui, bon, je pense que vraiment, comme vous dites, elles ont leurs idées, les enfants ont leurs idées tranchées, bien tranchées là-dessus. Bon, et moi, en tout cas, encore, je reviens là-dessus. C'est du haut de ses 13 ans, elle ne sait pas comment faire. Et puis, qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est les parents, c'est l'éducation. C'est-à-dire pour se faire une idée, c'est ce qu'elle a besoin. Son cri de cœur, c'est ça, c'est l'éducation. Ben, moi, je trouve que les parents d'aujourd'hui ont encore besoin de plus de cette éducation-là, que même en même temps que les jeunes filles, adolescents aujourd'hui. Parce que franchement, je pense que si c'était fait, nous avons les capacités aujourd'hui à faire le tri dans la culture de l'éducation culturelle, du milieu social, et ce qui est reçu aussi à l'école, et puis pouvoir appliquer les lois qui sont votées en matière d'égalité homme-femme, et puis et réussir à donner une place honorable, encore plus honorable aux femmes aujourd'hui. Une fois que l'éducation elle est bien faite, vraiment, je pense que je ne vois pas d'autres problèmes Merci, au Monsieur niveau de Kouyaté. notre société. Donc, encore dédié il y a, aux jeunes filles comme Anaïs qui subissent les mêmes situations en Europe comme aux États-Unis, en Asie, mais en même temps, elles ont encore d'autres discriminations, d'autres choses à subir, telles que les discriminations d'ordre racial. Nos enfants, jeunes filles, subissent ça en Europe, et plus leurs sœurs
européennes elles ont ces mêmes problèmes en commun, mais elles particulièrement ont d'autres soucis discriminatoires en plus de tout ça. Donc vraiment, je dédie cette journée à elles aussi, comme Anaïs et plein d'autres, des millions d'Anaïs en Europe comme aux États-Unis. Donc du coup, je pense que en même temps, c'est l'espoir parce que elles ont il faut qu'elles sachent qu'elles sont capables parce qu'elles sont capables qu'elles subissent certaines discriminations. C'est-à-dire elles ont été capables, elles sont capables et encore elles le seront dans l'avenir. C'est ça qu'il faut leur faire croire que c'est possible. Être femme, ce n'est pas un défaut, c'est un atout. Seulement, il faut l'accepter et avancer avec le monde et que le reste du monde soit éduqué pour cette marche-là. Et c'est possible, parce que c'est dans la main des femmes, tout est dans la main des femmes. Ouais. Merci beaucoup, M. Kouyaté. Anaïs Baoukateba, que penses-tu de toutes les réponses, toutes les impressions que nous venons de lire? Ce que j'en pense, c'est que avec tous les témoignages qu'on a eus en cette fin d'émission, on se rend bien compte que les filles d'aujourd'hui ont conscience de leur rôle à jouer et elles ont conscience qu'avant c'était différent, c'était sûrement plus dur qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui elles ont toutes les cartes en main pour changer les choses, qu'elles ont accès à des ressources et qu'elles ont les capacités de faire les mêmes activités et avoir les mêmes ambitions que les garçons. Donc, moi, je pense que à l'avenir, les inégalités, du coup, tendent à disparaître, mais ça reste quand même un long travail à porter. Et que si notre génération aujourd'hui a conscience que il y a eu une évolution qui a eu lieu et qu'elle essaie de perpétuer justement cette évolution-là, à l'avenir, ça peut que s'améliorer et la condition de la femme va continuer à évoluer dans le bon sens. Donc, merci Anaïs. Alors Anaïs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous allons attendre Keltouma qui aura aussi à partager un mot de la fin. En attendant, Anaïs, en tant que fille, en tant que jeune fille, en tant que jeune femme, quels sont tes projets d'avenir? Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes rêves, tes ambitions, tes projets d'avenir? Mes projets d'avenir, je suis encore en train de le bâtir, donc je sais pas encore exactement, mais j'imagine du coup l'idéal, avoir un poste à responsabilité à la hauteur de mes compétences et ne pas par exemple subir les peurs de mes collègues masculins sur le fait de donner la vie ou ce genre de choses, parce qu'en soi c'est pas le problème principal de la femme, parce que dans un couple on est deux, mais je pense que la femme peut parcourir tellement d'épreuves que autant seule qu'accompagnée elle peut s'en sortir. Et l'objectif d'un projet d'avenir, pour moi, ça serait vraiment du coup être une femme indépendante. Je pense que chaque jeune fille, même si on n'a pas toutes les mêmes attentes, rien que d'être pleinement indépendante, de s'épanouir dans un métier qui lui plaît et de mener sa vie comme elle l'entend, comme elle a envie, c'est déjà ça, c'est déjà gagné. Enfin, c'est le mieux qu'on puisse rêver, quoi. Donc pour moi, c'est de m'épanouir dans un poste où on me voit à ma juste valeur et qu'on reconnaît mes capacités comme telles. Voilà. Merci beaucoup. Keltouma, donc, qui nous a rejoint par rapport à toutes les impressions de ces jeunes filles que nous avons partagées. Quelles sont tes impressions à toi et tes réactions à toi? Moi, pour établir une conclusion à tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que un homme, une femme, on est là pour s'épauler, quoi qu'il en soit. On a chacun quelque chose, on n'a pas son rôle. Le rôle appartient à chacun dans le couple.
C'est ce que disait M. Kouyaté tout à l'heure quand il parlait de sa sœur et de son mari. Ils se sont établis entre eux leurs règles de vie. C'est eux-mêmes qui ont défini qui va faire quoi. Et à partir du moment où les deux sont heureux dans ce rôle-là, ce n'est pas à la société de définir quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme. C'est à chacun dans sa vie d'établir son rôle. Et c'est à chacun d'établir. Ce n'est pas un mal de s'occuper de sa famille, de ses enfants, si c'est son choix. Ce n'est pas un mal de ne pas travailler si c'est son choix. Et ce n'est pas un mal non plus de faire une carrière si c'est son choix. Donc, pour moi, le principal mot dans toute cette question-là, c'est être libre de. Quand on a envie d'aller à l'école, d'être libre de le faire. On a envie de rester à la maison, qu'on soit homme ou femme, on doit être libre de le faire. On a envie de faire une carrière, qu'on soit homme ou femme, on doit être libre de le faire. Pour moi, c'est ce mot-là qui est principal. Être libre sans avoir l'imposition, l'imposition dans le terme réel du mot, de la société, des parents et de la famille. Non, faire ses choix et avancer avec ses propres choix. Voilà pour moi. Et merci en tout cas vraiment pour ces échanges. Merci à vous. Je remercie chacun de vous pour votre participation, pour votre apport. Vous avez vraiment rendu cette émission riche. On a touché beaucoup de points. On a développé beaucoup de sujets autour de cette jeune fille. On l'a vu déjà femme, on l'a vu déjà épouse, on l'a vu déjà mère, parce que finalement c'est le chemin que la société a tracé, c'est le chemin que la tradition a tracé, et donc finalement oui, c'est possible de se retrouver, comme tu as dit Keltouma, si à partir du moment où cette jeune fille elle se sent libre, qu'elle se sente libre. Alors c'était important pour nous, parce que vous êtes là, donc c'était important pour nous de pouvoir partager cette émission ce 11 octobre, Journée internationale de la fille, une même voix pour l'égalité, une même voix que nous avons portée pour cette jeune fille qui, malgré les handicaps, malgré les points négatifs, malgré les combats, malgré les luttes, malgré les inégalités, cette jeune fille-là a un avenir. Elle a un avenir, un grand avenir, vous l'avez dit, si elle se donne les moyens, c'est possible. Donc, il ne faut pas se dire que je suis mal née parce que je suis née dans tel village, dans telle ville, dans telle famille, parce que je suis née peut-être sans père, sans mère, parce que je n'ai pas été à l'école. Tout ça, c'est vrai que ce sont des critères non négligeables et qui influencent un parcours, mais ce n'est certainement pas une fatalité. Nous voyons des femmes fortes, courageuses, puissantes aujourd'hui qui en sont arrivées là et pourtant qui, on peut dire, ont mal commencé dans la vie. Donc, ne brandissons pas nos handicaps comme des raisons valables pour finalement ne pas se donner les moyens d'avancer et de se donner des objectifs et d'avoir des rêves et de réaliser ces rêves. Non, je m'adresse à une jeune fille, je m'adresse à une jeune femme, je m'adresse à un garçon, je m'adresse à un homme, parce que souvent on oppose les deux, on met les deux en opposition, on met les deux en contradiction. C'est comme un combat de vie, la femme est contre l'homme, l'homme est contre la femme. Non, on l'a dit encore pendant l'émission, on l'a dit, c'est une histoire de complémentarité, d'égalité, oui. Égalité ne veut pas dire écraser l'autre, parce que là, on est dans la supériorité, mais on parle d'égalité, on parle de complémentarité. Et je pense que lorsque la société aura compris ça, et lorsque chaque être humain aura compris ça, qu'on est dans la complémentarité, avancer ensemble pour le bien de l'un et de l'autre, l'épanouissement de l'un et de l'autre, là, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant et qu'on aura finalement tout compris. Donc voilà, c'était votre émission divine avec notre invité Keltouma Semgani, Monsieur Cheikh Kouyaté, Mademoiselle Anaïs Baoukadeba. Merci
pour ta participation très spontanée, la touche fraîcheur et jeunesse de l'émission. Ça nous a fait du bien d'avoir ton point de vue. Donc, merci à tous pour votre participation. On se dit pourquoi pas à bientôt pour d'autres thèmes, pourquoi pas d'autres débats, d'autres thématiques. En tout cas, ce fut un plaisir de partager cette émission avec vous. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci. Plaisir de partager. Merci beaucoup.